La vie a une façon très particulière de te prévenir que tu es en train de changer. Elle commence à te laisser seul. Ce n'est pas une punition, c'est une transition. Lorsque ton esprit se renforce, lorsque tes priorités mûrissent et lorsque ta vision devient plus claire, le bruit tombe, les gens s'éloignent et le chemin se libère. Et même si cela dérange au début, c'est le signe le plus honnête que tu entres dans une phase où le superficiel ne te sert plus. La solitude arrive juste quand tu la nies le plus, juste quand tu cherches de la compagnie pour te distraire, et juste quand tu ne veux pas écouter ce que ton intérieur essaie de te dire depuis des années. C'est pourquoi ça pèse, c'est pourquoi ça fait mal, parce que cela t'oblige à te confronter à toi-même sans anesthésie. Mais cette confrontation est nécessaire. Personne ne se réveille entouré de distractions. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que ne pas avoir un groupe d'amis, ne pas recevoir de messages, passer des jours sans plan, signifie l'échec. Ils ne comprennent pas que la solitude ne t'isole pas, elle te révèle. Elle te montre quelles relations étaient soutenues par habitude, qui étaient là par commodité et quels liens n'ont jamais eu de racines. Les chutes sociales font mal, mais elles purifient. Le stoïcisme le dit sans détour. Tu ne contrôles pas qui reste, mais tu contrôles qui tu es lorsque la pièce devient silencieuse. Le silence n'est pas un ennemi, c'est un miroir. Il est inconfortable parce qu'il te montre la vérité. La vérité de tes habitudes, de tes peurs, de tes dépendances émotionnelles, de tes vides. Et pourtant, c'est le seul endroit où tu peux vraiment te reconstruire. Cette vidéo ne vient pas adoucir la solitude, elle vient te montrer son véritable pouvoir. Parce que si tu comprends ce que cela signifie de la traverser, tu arrêteras de la voir comme une chute et tu commenceras à la voir comme une renaissance. Reste jusqu'à la fin. Les 10 leçons qui suivent ne sont pas théoriques. Ce sont des outils réels pour transformer la solitude en ton plus grand allié et faire du détachement le fondement de ta force intérieure. 1. Accepte la solitude comme une croissance. On dit que la solitude est comme une chambre qui commence à se remplir d'eau lentement. D'abord, une seule goutte tombe, puis une autre, et avant que tu ne t'en rendes compte, l'eau te monte jusqu'aux chevilles. La plupart des gens paniquent, cherchent désespérément une sortie, courent, sont anxieux, ont l'impression de se noyer. Mais si tu restes immobile un instant, si tu respires et observes, tu découvres quelque chose que presque personne ne voit. L'eau n'est pas venue pour te détruire, elle est venue pour t'apprendre à flotter. C'est ainsi que fonctionne la solitude. Elle arrive sans demander la permission. Elle apparaît quand tu la veux le moins, mais toujours au moment exact où tu en as le plus besoin. Accepter la solitude comme une croissance n'est pas une belle phrase, c'est une expérience qui te brise et te reconstruit en même temps. Elle te touche quand tu regardes ton téléphone et qu'il ne sonne pas, quand tu te rends compte que tu étais entouré de beaucoup de monde, mais de très peu de profondeur, quand le silence commence à se sentir trop grand et trop honnête. Et là, juste là, l'inconfort apparaît parce que tu n'es pas habitué à t'écouter sans filtre, sans bruit, sans distraction. Tu l'interprètes comme un abandon, mais en réalité c'est une évolution. La vie est en train de t'enlever ce qui te freinait. Chaque fois que tu grandis, tu te sépares inévitablement de ceux qui ne veulent pas bouger. Ce n'est pas personnel, c'est énergétique. La maturité te rend plus sélectif, plus observateur, plus conscient du type de lien qui te draine et de ceux qui te poussent vers l'avant. Ton cercle devient plus petit, oui, mais aussi plus pur. Accepter cette purification fait partie de la croissance. C'est ici que le stoïcisme entre en force. Les stoïciens ne voyaient pas la solitude comme un manque, mais comme le territoire où se forge le caractère. C'est dans le silence que tu te rends compte de 3 vérités simples et dures. Personne ne va te sauver, personne ne va te donner la vie que tu veux, et personne ne va te soutenir pour toujours. Et quand tu l'acceptes, non pas avec tristesse, mais avec détermination, une liberté s'active que très peu de gens expérimentent, la liberté d'appartenir à toi-même. La solitude expose ce que tu as ignoré pendant des années. Elle te montre tes habitudes, tes blessures, tes dépendances,
tes attachements émotionnels. Elle te force à te demander pourquoi il est difficile pour toi d'être avec toi et pourquoi tu cherchais refuge chez les autres. Et même si cela fait mal au début, cet inconfort est la porte d'entrée à la connaissance de soi réelle. Il n'y a rien de plus honnête que de te regarder sans masque. Accepter la solitude comme une croissance signifie aussi arrêter de chercher des distractions pour éviter de ressentir. Tu apprends à être seul sans te sentir vide, à apprécier ton esprit sans peur, à t'écouter sans te juger. Tu commences à reconnaître ce dont tu as vraiment besoin, pas ce que le monde t'a dit que tu avais besoin. Et cela change tout, parce que lorsque tu construis la paix à l'intérieur, tu n'acceptes plus n'importe quelle compagnie juste pour éteindre l'anxiété. Le plus puissant de cette étape est qu'elle te rend exigeant avec toi-même et avec tes relations. Pas à partir de l'ego, mais à partir de la clarté. Tu comprends que tu préfères la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que la présence superficielle, le silence plutôt que le bruit déguisé en compagnie. Lorsque tu acceptes la solitude sans résistance, tu commences à vivre à partir du choix et non de la peur. C'est pourquoi la solitude n'est pas une chute, c'est une transition. Ce n'est pas un vide, c'est un début. C'est l'espace où tu arrêtes de te perdre dans les autres pour te retrouver en toi-même. Et lorsque tu parviens à l'accepter avec maturité, tu découvres que tu n'as jamais été vraiment seul. Tu étais juste en train de grandir. 2. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Parfois, la vie ressemble à un fil que tu tiens entre tes doigts. Tu le tires pour sentir que tu as le contrôle, mais plus tu forces, plus il s'en mêle, plus il se tend et plus il te coupe la peau. Quand tu le lâches enfin, non pas parce que tu le veux, mais parce que tu ne peux plus le tenir, tu découvres que le fil n'était jamais le problème. Le problème était ton besoin de tout dominer. C'est ainsi que fonctionne l'existence. Elle te montre encore et encore que t'accrocher ne fait que t'épuiser et que lâcher prise est, bien que cela fasse mal, l'acte le plus intelligent de ta croissance. Lâcher ce que tu ne contrôles pas n'est pas de la résignation, c'est de la libération. C'est comprendre que, malgré tous tes plans, malgré toutes tes anticipations de scénarios, malgré ton désir de faire correspondre chaque pièce à ta manière, tu n'as pas de pouvoir sur la volonté des autres, ni sur les circonstances qui changent sans prévenir, ni sur le comportement de ceux qui t'entourent, ni sur les décisions que d'autres prennent dans ton dos. La seule chose que tu contrôles est ton esprit, ta réaction et ton comportement. Le reste est de la fumée que tu essaies d'attraper avec tes mains. La plupart des gens souffrent parce qu'ils veulent gouverner ce qui ne leur appartient pas. Ils insistent pour que quelqu'un change, ils espèrent qu'une relation s'améliore, ils imaginent qu'une opportunité perdue va revenir, ils luttent contre des situations qui sont déjà closes ou qui n'ont jamais vraiment été entre leurs mains. Ils s'épuisent, se frustrent, se perdent dans une bataille que personne ne gagne. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Ta liberté commence lorsque tu acceptes la vérité sans la négocier. Tu ne peux rien contrôler en dehors de toi. Lâcher prise ne signifie pas que tu ne te soucies pas. Cela signifie que tu ne vas pas te sacrifier mentalement pour ce qui n'est pas sous ta direction. Cela signifie que tu es prêt à admettre que la vie ne te doit pas d'explication et que tes désirs ne déterminent pas le résultat des choses. Cela signifie que tu choisis ta paix au-dessus de ton besoin d'avoir raison ou de maintenir des liens qui ne veulent plus être maintenus. Quand tu comprends cela, quelque chose en toi change. Tu arrêtes d'insister là où il n'y a plus de place pour insister. Tu arrêtes d'attendre des messages qui n'arrivent pas. Tu arrêtes de vouloir convaincre celui qui n'écoute pas. Tu arrêtes de te tourmenter pour des décisions qui ne dépendent pas de toi. Et, même si au début cela ressemble à une perte, ce que tu gagnes réellement, c'est de l'énergie, de la clarté et de la dignité. Lâcher ce que tu ne contrôles pas te redonne de la concentration. Tu commences à utiliser ta force sur ce que tu peux modifier, tes habitudes, ta discipline, ta mentalité, tes limites, ta façon de réagir, ta façon de construire ton avenir. Ce changement est si puissant que beaucoup de personnes autour de toi ne sauront pas comment gérer ta nouvelle tranquillité. Quand tu ne te laisses plus perturber par le moindre détail,
quand tu ne te laisses plus entraîner dans des discussions inutiles, quand tu ne cherches plus de réponses là où il n'y a pas de volonté, tu deviens plus fort que jamais. Le détachement stoïcien n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est la capacité de regarder une situation objectivement et de dire « cela ne dépend pas de moi, et donc je ne vais pas m'épuiser à essayer ». C'est prendre des décisions à partir du calme et non de l'anxiété. C'est marcher sans porter le poids de ce que les autres ont choisi ou ont cessé de choisir. Quand tu lâches ce que tu ne contrôles pas, tu récupères de l'espace pour grandir. Ton esprit respire, tes émotions se rangent, ta vie s'aligne. Tu arrêtes de te battre avec des ombres et tu commences à construire avec des faits. Et là, tu comprends que le véritable pouvoir n'est pas de contrôler le monde, mais de te contrôler toi-même. Parce qu'à la fin, celui qui apprend à lâcher prise cesse de perdre et commence enfin à avancer. 3. Remplace seul par avec moi. La plupart des gens vivent la solitude comme quelqu'un qui regarde une pièce vide et se convainc qu'il n'y a rien pour lui. Mais si tu observes bien, tu remarqueras quelque chose de différent. Cet espace n'est pas vide, il est rempli de toi. Ce qui se passe, c'est que tu es tellement habitué à te définir par les personnes qui t'entourent que tu as oublié qui tu es quand personne ne t'accompagne. Et c'est là le véritable conflit. Tu n'es pas seul, tu es avec toi et tu ne sais pas comment te traiter. Changer seul par « avec moi » est un changement mental qui transforme complètement ta relation avec la solitude. C'est arrêter d'interpréter le silence comme un abandon et commencer à le voir comme une présence propre. C'est comprendre que la compagnie la plus importante ne vient pas de l'extérieur, elle vient de ton dialogue interne, de tes décisions et de ta façon de te soutenir émotionnellement quand personne d'autre ne le fait. Ce changement n'est pas facile, car il exige de la maturité, de la sincérité et un niveau de responsabilité personnelle qui fait mal au début, mais libère ensuite. Quand tu dis « je suis seul », tu te mets en position de victime, comme si la vie t'avait laissé en dehors de tout. Quand tu dis « je suis avec moi », tu te mets en position de pouvoir. Tu reconnais que ta présence a de la valeur, que ton esprit a une voix et que ta stabilité dépend de toi, pas du bruit extérieur. Les stoïciens l'avaient bien compris, l'individu qui parvient à être suffisant dans son propre espace est pratiquement invincible, car son bien-être ne dépend pas des variations émotionnelles des autres. Ce changement mental implique que tu arrêtes de courir après les distractions, que tu arrêtes de chercher de la compagnie pour combler les vides, que tu arrêtes d'accepter n'importe quelle conversation simplement parce que tu as peur de rester en silence. Quand tu commences à être vraiment avec toi, tu apprends à reconnaître tes émotions sans fuir. Tu acceptes tes pensées même si elles sont dérangeantes et tu découvres que beaucoup de tes blessures sont nées d'avoir évité ta propre voix pendant trop longtemps. Changer seul par « avec moi » signifie aussi apprendre à construire une relation interne saine. Te parler fermement quand tu tombes dans ton propre piège mental. Te confronter quand tu te sabotes. Te discipliner quand tu perds le cap. Prendre soin de toi quand personne d'autre ne sait ce que tu traverses. Être avec toi n'est pas te ménager, c'est exiger. Ce n'est pas te dire ce que tu veux entendre, c'est te dire la vérité que tu dois accepter. C'est à ce moment-là que tu découvres une réalité dure mais nécessaire. Beaucoup de gens cherchent de la compagnie parce qu'ils ne supportent pas d'être seuls avec leurs propres pensées. Et si tu ne peux pas être avec toi-même, comment espères-tu construire des relations authentiques avec les autres? Comment vas-tu offrir de la stabilité si tu ne peux même pas te soutenir émotionnellement quand la pièce devient silencieuse? Quand tu changes seul par « avec moi », la solitude cesse d'être un trou et devient un terrain fertile. Tu commences à te connaître vraiment. Tu découvres ce que tu aimes sans influence extérieure. Tu comprends tes limites, tu reconnais tes blessures et aussi ta valeur. Tu commences à construire une identité, un caractère et une présence interne que personne ne peut te prendre. Tu deviens plus sélectif, plus conscient et plus fort. Et le plus important, tu arrêtes d'avoir besoin de compagnie pour te sentir complet. Tu l'as choisi.
non pas parce que tu as besoin de quelqu'un, mais parce que ta vie est déjà en ordre avec toi à l'intérieur. De cette position, tes relations s'améliorent, tes décisions deviennent plus claires et ton énergie reste plus propre. Parce que quand tu apprends à être avec toi, tu n'acceptes pas n'importe quoi par peur d'être seul. C'est ainsi que ça fonctionne. Le jour où tu changes ce mot, le jour où tu décides d'être avec toi au lieu de fuir de toi, tu commences à guérir. 4. Commence la journée en silence intérieur. L'esprit, au réveil, ressemble à une ville avant l'aube. Tout est sombre, calme, arrêté, comme si le monde entier inhalait avant de commencer à bouger. Mais il suffit que tu ouvres les yeux pour que cette ville se remplisse de trafic, de bruit, de tâches en attente, de souvenirs, d'anxiété, de conversations imaginaires et de préoccupations que tu n'as pas demandées. Si tu n'apprends pas à maîtriser ce moment initial, la journée te traîne. Si tu le contrôles, la journée t'appartient. C'est pourquoi commencer par un silence intérieur n'est pas un luxe spirituel. C'est une stratégie de survie mentale. Le problème est que beaucoup de gens commencent leur matinée comme s'ils étaient des soldats lancés dans une bataille sans armure. Ils sautent du lit directement au téléphone, se remplissent la tête de messages, de nouvelles, de problèmes d'autrui et de vies qui ne sont pas les leurs. Ils laissent le monde décider du ton de leur journée avant même de le décider eux-mêmes. C'est la racine du chaos émotionnel qu'ils portent. Ce ne sont pas leurs circonstances, c'est leur manque de silence. Commencer la journée avec un silence intérieur signifie choisir consciemment de ne pas laisser le bruit entrer en premier. Cela signifie donner la priorité à ton esprit plutôt qu'au monde. C'est faire une pause, respirer, te centrer, ajuster ta présence et te rappeler qui tu es avant de faire face à ce qui vient. Les stoïciens avaient ce rituel même sans l'appeler ainsi. Ils consacraient les premiers instants de la journée à organiser leurs pensées, à diriger leur esprit vers le calme, à se préparer intérieurement pour les défis inévitables. Ce silence n'est pas du mysticisme, c'est de la concentration. C'est te dire à toi-même: aujourd'hui, je ne vais pas réagir comme un animal effrayé, je vais répondre comme un être conscient. Ce petit acte fait la différence entre être le maître de ta journée ou en être la victime. Parce que lorsque ton esprit se réveille dans le chaos, tout le reste est contaminé. Mais quand il se réveille dans le calme, tu peux faire face à n'importe quoi avec fermeté. Le silence intérieur t'apprend aussi à regarder ta vie avec clarté. Si tu t'assois un moment avec toi-même, sans distraction, sans écran, sans voix, tu commences à entendre ce qui est vraiment à l'intérieur. Tes véritables préoccupations, tes désirs, tes blessures, tes objectifs reportés apparaissent. Et même si les affronter est inconfortable, cela te permet de corriger ta trajectoire au lieu de vivre par inertie. Le silence révèle ce que le bruit te cachait. Cette habitude renforce aussi l'autodiscipline. Tu n'as pas besoin d'une heure entière, quelques minutes de pleine présence, de respiration consciente, de révision mentale et d'une intention claire suffisent. L'important est que tu sois celui qui décide comment commence ta journée, pas tes impulsions ni tes distractions. De là, tu construis ta force intérieure. Celui qui contrôle ses matins contrôle son énergie. Celui qui contrôle son énergie contrôle ses décisions. Et celui qui contrôle ses décisions contrôle sa vie. Les bénéfices de ce type de silence sont plus profonds que tu ne l'imagines. Tu deviens moins réactif, moins dépendant des stimuli externes, moins vulnérable au désordre émotionnel des autres. Tu te déplaces avec fermeté. Ton esprit se sent plus léger, comme si tu avais plus d'espace pour penser, décider et agir. Rien n'entre sans filtre, rien ne t'entraîne sans permission. Commencer la journée en silence intérieur te prépare aussi à gérer la solitude depuis un endroit plus fort. Si tu peux soutenir tes pensées le matin, tu peux te soutenir toi-même à n'importe quel moment de la journée. La solitude cesse de se sentir comme un vide et devient un espace que tu sais habiter, un terrain où tu ne te perds pas, mais où tu te trouves. Lorsque tu fais du silence ton point de départ, tout le rythme de ta vie change. 5. Réfléchis chaque soir. La nuit a une manière particulière de dévoiler la vérité.
Quand le monde s'éteint, les lumières s'atténuent et le bruit extérieur se dissipe, ton esprit se retrouve face à toi sans déguisement. C'est comme un miroir qui n'apparaît que lorsque l'obscurité tombe, un miroir que tu ne peux pas éviter de regarder. C'est là que naît la réflexion, à cet instant où tu ne peux plus te cacher derrière des occupations, des conversations ou des distractions. La nuit est l'examen que tu te fais à toi-même, même si tu ne le veux pas. Réfléchir chaque soir n'est pas un rituel romantique, ni un exercice spirituel exagéré. C'est l'une des pratiques les plus puissantes pour rester conscient de ton chemin. Car il ne suffit pas de vivre, il faut revoir comment on vit. La plupart des gens passent leur journée comme des vagues répétées, sans prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils ont bien fait, à ce qu'ils ont mal fait, aux décisions qu'ils ont prises sur un coup de tête, aux émotions qu'ils ont portées sans les traiter, ou aux actes qu'ils ont répétés qui les éloignent de ce qu'ils veulent vraiment. Et puis, ils se demandent pourquoi ils ne changent pas. La réflexion nocturne fonctionne comme un filtre qui nettoie tout ce que tu as accumulé pendant la journée. Elle te permet de voir tes erreurs sans te condamner, tes réussites sans gonfler ton ego et tes émotions sans les déguiser. C'est un espace où l'esprit s'organise et se confronte à lui-même avec honnêteté. Les stoïciens la considéraient comme un outil essentiel. Ils révisaient leurs actions quotidiennes pour se corriger, se comprendre et s'améliorer. Ils ne cherchaient pas la perfection, ils cherchaient la clarté. Réfléchir chaque soir t'aide aussi à affronter tes ombres. Ce que tu évites pendant la journée revient toujours la nuit. Tes doutes, tes insécurités, tes peurs, tes conversations en suspens avec toi-même. Et même si cela est inconfortable, c'est dans cette confrontation que tu grandis. Tu ne peux pas te transformer si tu ne t'observes pas. Tu ne peux pas guérir si tu ne reconnais pas ce qui te blesse encore. Tu ne peux pas avancer si tu nies les parties de toi qui ont besoin d'attention. Cette habitude te protège également de vivre en pilote automatique. Elle te force à te demander si tu as agi en fonction de tes valeurs ou de ton impulsivité, si tu as tenu ta parole ou si tu t'es trahi, si tu as pris soin de toi émotionnellement ou si tu t'es abandonné pour plaire aux autres. Chaque nuit est une occasion de reprendre le contrôle, de corriger le cap et de renforcer ton engagement envers toi-même. Le manque de réflexion est à l'origine des regrets futurs. Elle t'aide aussi à cultiver l'autocontrôle. Lorsque tu révises tes actions avec sincérité, tu commences à remarquer des schémas qui passaient auparavant inaperçus. Des réactions répétitives, des émotions accumulées, des décisions précipitées. La réflexion ne change pas ce que tu as fait, mais elle change ce que tu feras demain. Car voir tes échecs en face te force à te discipliner, à être plus conscient de tes impulsions et à arrêter de justifier ce que tu sais qui te nuit. Réfléchir chaque soir renforce ta relation avec la solitude. Elle t'apprend à habiter le silence sans peur, à t'écouter sans fuir, à te comprendre sans te juger. C'est la pratique qui te connecte à ta conscience réelle, à la version de toi qui observe au lieu de réagir, qui corrige au lieu de blâmer, qui apprend au lieu de répéter. C'est une conversation silencieuse mais profonde, la conversation la plus importante que tu auras dans ta vie. Lorsque tu fais de la réflexion nocturne une habitude quotidienne, ta vie change parce qu'elle cesse d'être un ensemble de jours répétés et commence à devenir un processus conscient. Tu ne te lèves plus pour improviser, tu te lèves avec une direction. Tu ne finis plus la journée vide, tu la finis avec un sens. Tu ne répètes plus les erreurs par inertie, tu les corriges à la racine. Réfléchir chaque soir n'est pas regarder le passé. 6. Prends soin de ton régime émotionnel. Les émotions que tu consommes sont comme la nourriture que tu mets dans ton corps. Certaines te nourrissent, d'autres t'enflamment, et d'autres simplement t'empoisonnent sans que tu t'en rendes compte. La plupart des gens passent leur vie à manger des déchets émotionnels et se demandent ensuite pourquoi ils se sentent épuisés, vides, irrités ou confus. Tout comme avec la nourriture, la qualité de ce que tu laisses entrer détermine la qualité de ton état interne. Ton esprit peut être un temple ou une décharge, selon ce que tu permets d'y entrer.
Prendre soin de ton régime émotionnel signifie assumer la responsabilité de l'énergie que tu consommes chaque jour. Je ne parle pas seulement de personnes, je parle de pensées, de nouvelles, de conversations, de souvenirs, de réseaux sociaux, d'idées que tu te répètes, d'histoires que tu te racontes, d'environnements que tu tolères et d'émotions que tu choisis de retenir comme si elles faisaient partie de ton identité. Les gens pensent que l'esprit souffre de grands événements. Mais ce qui détruit le plus, ce sont les petites doses de toxicité qui s'accumulent sans que tu t'en rendes compte. Un commentaire malveillant que tu gardes, une comparaison que tu te fais, une critique que tu répètes dans ta tête, une attente qui te frustre, un lien qui te draine goutte à goutte. Cela te consume plus que n'importe quelle tragédie ponctuelle. Le stoïcisme est clair sur ce point. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ce que tu décides de laisser t'affecter. Tu es responsable de ce qui nourrit ton état mental. Si tous les jours tu consommes du drame, de l'anxiété, des plaintes, de la négativité et du bruit, tu ne peux pas t'attendre à ressentir la paix, la clarté ou la stabilité. Ton émotion dominante sera toujours le reflet de ton régime émotionnel quotidien. Prendre soin de ce régime implique également d'éliminer ce qui te contamine. Les personnes qui ne font que décharger leurs problèmes sans intention de changer, les conversations qui te laissent plus mal que tu ne l'étais en arrivant, les environnements qui te tendent, les réseaux sociaux qui te comparent, les habitudes qui te sabotent. Le détachement émotionnel commence lorsque tu reconnais que certaines choses ne devraient pas avoir accès à toi. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu te valorises suffisamment pour ne pas permettre à des forces externes de manipuler ton état intérieur. Tu dois également revoir tes propres pensées. Beaucoup de ce qui te fait mal ne vient pas des autres, cela vient de toi. Cela vient de ce que tu te dis, de la façon dont tu interprètes ce qui se passe, des scénarios catastrophiques que tu inventes, des souvenirs que tu revives sans nécessité, des histoires que tu te racontes sur toi-même. Cela fait partie de ton régime émotionnel, et si tu ne le régules pas, tu vivras dans des montagnes russes interminables créées par ton propre esprit. Prendre soin de tes émotions ne signifie pas éviter de ressentir, cela signifie apprendre à choisir ce qui te construit. Cela signifie que lorsque tu détectes que tu absorbes trop de négativité, tu décides de t'arrêter, de respirer, de prendre du recul et de nettoyer ton intérieur avant de continuer à accumuler. Cela signifie que lorsque quelqu'un apporte le chaos, tu sais mettre une limite. Cela signifie que lorsque ton esprit exagère un problème, tu le corriges. Cela signifie que lorsque tu te punis avec des pensées nuisibles, tu interromps le cycle et te rappelles que tu mérites un traitement plus juste. Si tu réussis à prendre soin de ton régime émotionnel, ta vie change sans que tu aies à faire de grands mouvements. Tu te sens plus léger, plus libre, plus concentré. Tu ne te laisses pas intoxiquer par des petites choses, tu ne te laisses pas submerger par n'importe quel conflit, et tu ne te laisses pas entraîner dans des situations qui ne méritent pas ton énergie. Tu commences à vivre de manière plus consciente, plus solide, plus stable. Le plus important est que cette pratique renforce ta relation avec toi-même. La solitude devient plus supportable lorsque ton intérieur est propre, ordonné et nourri. 7. Remercie ce qui s'en va. La vie fonctionne comme une maison avec des fenêtres qui parfois s'ouvrent toutes seules. Peu importe combien tu veux les garder fermées, il arrive un moment où le vent pousse, la lumière entre et quelque chose à l'intérieur change pour toujours. Et quand cette fenêtre s'ouvre, il y a toujours quelque chose qui s'en va, une personne, une illusion, une étape, un lien, une idée de toi-même. Ce qui est curieux, c'est que la plupart des gens courent pour la fermer sans réfléchir, essayant de retenir ce qui est déjà en train de s'échapper, essayant d'arrêter l'inévitable. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce qui s'en va te libère aussi. Remercier ce qui s'en va n'est pas un acte d'indifférence, c'est un acte de sagesse. Cela signifie accepter que le processus de croissance n'est jamais statique,
que mûrir implique de perdre, que progresser implique de lâcher prise, et que la vie t'enlève ce qui ne correspond plus à la personne que tu es en train de devenir. Les gens ont tendance à croire que quand quelqu'un s'éloigne, quelque chose ne va pas chez eux, mais en réalité, parfois ce qui s'en va ne correspond simplement plus à ton niveau actuel de conscience. Non pas parce que tu es meilleur ou pire, mais parce que tu es sur une autre fréquence. Les adieux font mal, bien sûr, mais la douleur n'a pas à te rendre amer. Elle peut te rendre conscient. Chaque perte apporte une leçon, une alerte, un rappel, un ajustement nécessaire. Le stoïcisme le rend clair, tu ne peux pas contrôler ce qui s'en va, mais tu peux contrôler l'interprétation que tu fais de ce départ. Tu peux la transformer en une blessure, ou tu peux la transformer en un maître. Remercier ne nie pas la douleur, il l'ordonne. Remercier ce qui s'en va t'aide à voir la réalité avec moins d'attachement et plus de clarté. Il t'enseigne que tout n'est pas conçu pour durer éternellement, qu'il y a des personnes qui arrivent juste pour t'enseigner une partie de toi, qu'il y a des relations qui accomplissent leur cycle, qu'il y a des liens qui étaient seulement nécessaires pour une étape spécifique et que, une fois qu'ils ont accompli leur but, la vie les déplace pour te permettre d'évoluer. Résister ne fait que t'épuiser, mais remercier te libère. Ce type de gratitude t'aide aussi à arrêter d'idéaliser ce que tu as perdu. Il est facile de regarder en arrière et de penser que tu étais plus heureux avant, que tu avais plus de compagnie, que la vie était plus stable avec cette personne ou cette situation. Mais si c'était le cas, cela n'aurait pas changé. Si quelque chose est parti, c'est parce qu'il était déjà usé, incomplet, forcé ou en désaccord avec ton chemin. La vie ne se trompe pas dans ce qu'elle te prend. Elle se trompe seulement dans ce que tu t'obstines à retenir. Remercier ce qui s'en va renforce aussi ton identité. Il te force à te concentrer plus sur ce qui reste que sur ce qui disparaît, à valoriser ta capacité à te reconstruire, à reconnaître ta résilience, à comprendre que tu ne dépends de personne pour maintenir ta paix. Quand tu remercies, tu récupères du pouvoir. Tu dis en silence, « Je ne contrôle pas ton départ, mais je contrôle mon interprétation et ma croissance. » C'est la maturité émotionnelle à l'état pur. Peut-être que le plus puissant est ce qui suit. Quand tu remercies, tu envoies un message à l'univers que tu es prêt à recevoir quelque chose de mieux aligné avec toi. Les portes ne s'ouvrent pas tant que tu t'accroches à celles qui ne devraient plus être là. Les nouvelles opportunités n'entrent pas tant que tu retiens l'ancien par peur. La gratitude agit comme un signal, une déclaration énergétique qui dit « Je suis disponible pour quelque chose de plus vrai, de plus sain, de plus cohérent avec ce que je suis. » 8. Pratique le silence conscient. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de vérité. Il y a des moments dans la vie où le bruit extérieur semble être une avalanche qui te pousse sans te laisser d'espace pour respirer. Mais si tu arrêtes le monde pendant quelques secondes et que tu restes en silence, ce silence devient un phare qui éclaire ce qui est vraiment en toi. Le silence conscient n'est pas vide, c'est un outil. Et celui qui apprend à l'utiliser cesse de vivre en réagissant et commence à vivre en décidant. Pratiquer le silence conscient signifie s'entraîner à ne pas répondre immédiatement, à ne pas absorber l'énergie des autres, à ne pas laisser l'impulsion prendre des décisions que tu regretteras plus tard. Le silence n'est pas passivité, c'est stratégie. La plupart des gens parlent trop, pensent trop, s'inquiètent trop et agissent dans l'urgence. Mais celui qui maîtrise le silence est capable d'observer avant d'agir, capable de lire les situations sans se laisser kidnapper par les émotions, capable de rester ferme même au milieu du chaos. Le silence conscient est une pause mentale où tu choisis de ne pas tomber dans les provocations, de ne pas t'accrocher à des paroles vides, de ne pas suivre des conversations qui ne mènent à rien. C'est un arrêt net qui interrompt tes anciens schémas, ceux qui te faisaient exploser, réagir ou te justifier chaque fois que quelqu'un touchait une blessure émotionnelle. Les stoïciens comprenaient ce pouvoir. Ils savaient que celui qui a le contrôle de son silence a le contrôle de sa vie. Ce type de silence n'est pas se taire par peur, c'est se taire par maîtrise de soi.
Cela signifie que tu n'as pas besoin de répondre à tout, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de t'expliquer à tout le monde. Cela signifie comprendre que ton énergie est limitée et que la gaspiller dans des discussions sans sens ne fait que t'affaiblir. Lorsque tu choisis le silence conscient, tu commences à filtrer ce qui mérite ta voix et ce qui ne le mérite pas. Il te permet également de voir l'intention réelle des autres. Lorsque tu ne réponds pas immédiatement, tu observes mieux. Tu te rends compte de qui parle à partir de la blessure, qui parle à partir de la manipulation, qui parle à partir de l'ego et qui parle à partir de la vérité. Tu deviens plus stratégique, plus serein et plus précis dans tes relations. Le silence révèle ce que les mots tentent de cacher. Pratiquer le silence conscient te renforce également à l'intérieur. Il te connecte avec toi-même. Il t'aide à écouter tes pensées sans les déguiser avec du bruit extérieur. Il te permet de ressentir tes émotions sans qu'elles te dominent. Il t'oblige à reconnaître ce qui te dérange en silence avant qu'il ne sorte sous forme d'impulsivité. Il t'apprend à t'écouter avant de parler. Et quand tu apprends à t'écouter, tu ne vis plus en pilote automatique. Cette habitude t'aide également à rompre des relations qui te drainent. Lorsque tu gardes le silence devant quelqu'un qui espérait te manipuler, tu te rends compte que le pouvoir change de main. Lorsque tu choisis de te taire face à un conflit inutile, tu reconnais que ta paix vaut plus que ton orgueil. Lorsque tu observes en silence ceux qui t'entourent, tu découvres qui méritent vraiment ton énergie. Le silence te protège, et le plus important, le silence conscient finit par donner de la clarté à ta solitude. Sans bruit, tu distingues qui tu es, ce que tu désires, ce que tu ressens et ce dont tu as besoin. Tu arrêtes de chercher des réponses à l'extérieur parce que tu les trouves à l'intérieur. Tu arrêtes d'attendre la validation parce que tu t'écoutes toi-même. Tu arrêtes de poursuivre la compagnie pour échapper au bruit mental parce que tu apprends à éteindre ce bruit de l'intérieur. Pratiquer le silence conscient transforme la façon dont tu te relates au monde. La vie fonctionne comme un miroir qui ne ment pas. Il ne te reflète pas ce que tu désires, il te renvoie exactement ce que tu es. Et c'est la raison pour laquelle tant de gens demandent, rêvent et supplient, mais ne reçoivent rien. Parce que le miroir ne répond pas à des désirs vides, il répond à ton identité, à ta discipline, à la façon dont tu te comportes quand personne ne te voit. Si tu es le chaos à l'intérieur, tu attireras le chaos. Si tu es le doute à l'intérieur, tu attireras plus de doutes. Si tu es la force, la direction et la cohérence à l'intérieur, tôt ou tard, la vie te le confirme. Tu n'es pas ici pour qu'on te dise que l'univers te donnera ce que tu demandes. Tu es ici parce que tu as déjà compris que rien ne change à l'extérieur si tu ne changes pas à l'intérieur. Et cela nécessite du caractère, de la volonté et le courage d'arrêter d'être la version faible qui attend toujours des signes. Cette vidéo ne va pas te parler doucement, elle va te parler avec réalité, avec ce genre de vérité qui dérange, mais qui réveille aussi. Parce qu'attirer ce que tu désires n'est pas de la magie. C'est une conséquence. Conséquence d'agir, de penser clairement, de rester ferme lorsque ton ancienne identité veut te tirer en arrière. Reste jusqu'à la fin. Je vais te montrer pourquoi tu n'obtiens pas ce que tu veux et comment commencer à devenir quelqu'un capable de l'attirer. Ici, tu ne vas pas demander, tu vas te transformer, parce que la vie ne te suit pas quand tu rêves, elle te suit quand tu changes. 1. Provoque ce que tu désires. La vie est comme une porte lourde qui ne s'ouvre jamais d'elle-même. Elle reste là, immobile, attendant que tu aies la force et l'intention suffisante pour la pousser, et le curieux est que beaucoup restent debout devant elle, espérant qu'elle s'ouvrira avec une pensée positive, avec de la chance ou avec de belles phrases. Mais la porte ne comprend pas cela. Elle ne bouge que lorsque tu bouges. C'est provoquer ce que tu désires, et c'est la première leçon parce que sans action, tout le reste s'effondre. Provoquer n'est pas forcer. Mais ce n'est pas non plus attendre, c'est briser l'idée enfantine que désirer intensément est suffisant. Ce n'est pas le cas. Le monde répond aux signaux,
pas aux supplications. Il répond au mouvement, à la cohérence, aux décisions prises avec fermeté et non avec des doutes cachés. Quand tu provoques ce que tu désires, tu le fais depuis une identité qui ne tolère plus de rester immobile. Tu le fais depuis la conviction que tu veux quelque chose et que tu es prêt à faire ce qui te correspond sans excuse, sans drame et sans ce besoin que tout soit parfait pour commencer. Le problème est que la majorité veut que la vie se rende à leur confort. Ils veulent des résultats sans risque, des récompenses sans sacrifice et une croissance sans inconfort, et cela est impossible. Celui qui provoque ce qu'il désire comprend qu'il y aura de la résistance, qu'il y aura des jours difficiles et qu'il y aura des moments où il semblera que rien n'avance. Mais il continue à pousser la porte parce que provoquer est un acte de caractère, pas d'émotion. C'est rester ferme quand ton esprit veut reculer, quand tes insécurités s'activent et quand la peur te dit que tu n'es pas prêt. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que tu peux contrôler est l'action que tu décides de prendre ici et maintenant. Tu ne peux pas contrôler les résultats, tu ne peux pas contrôler les opinions, tu ne peux pas contrôler les temps, mais tu peux contrôler ton intention quotidienne et tes mouvements concrets. Provoquer ce que tu désires signifie que tu n'attends plus de signaux externes pour agir. Le signal, c'est toi, la décision, c'est toi, la force, c'est toi. Et quand tu adoptes cette posture, tout commence à s'aligner différemment parce que le monde reconnaît les gens qui bougent avec clarté et fermeté. Il y a des personnes qui passent des années à vouloir quelque chose sans faire un seul pas cohérent. Ils parlent, planifient, imaginent, mais ne provoquent rien. Ils attendent une motivation parfaite qui ne vient jamais, ou ils attendent de se sentir prêts quand la préparation réelle apparaît en marchant. Et le plus triste est qu'ils croient ensuite que la vie est injuste. Elle ne l'est pas. Elle ne répond qu'à celui qui provoque, pas à celui qui attend. La vie observe ton comportement, pas tes désirs. Elle observe si tu es prêt à avancer quand personne ne t'applaudit, quand le progrès est lent, quand la fatigue apparaît. Et c'est là que se séparent ceux qui désirent de ceux qui provoquent. Provoquer ce que tu désires signifie aussi arrêter de justifier ton inaction. Les excuses sont confortables, mais elles sont une prison. La personne qui provoque ne se raconte pas d'histoire pour éviter l'effort. Elle se dit la vérité et agit même si cela fait mal, même si cela est inconfortable, même si cela nécessite de faire face à sa propre médiocrité temporaire. Parce que oui, nous commençons tous en étant une version moins capable, moins disciplinée et moins forte. Mais tu provoques ce que tu désires quand tu cesses d'être cette version, quand tu commences à agir comme quelqu'un qui mérite ce qu'il veut. Si tu veux un corps fort, provoque le changement avec une discipline quotidienne. Si tu veux un esprit clair, provoque le silence nécessaire pour écouter tes pensées. Si tu veux de meilleures opportunités, provoque ta croissance jusqu'à ce que les opportunités ne puissent plus t'ignorer. Le désir avec clarté. Désirer quelque chose sans clarté, c'est comme essayer d'allumer un feu avec de la fumée. Tu le vois, tu le devines, tu crois qu'il est là, mais il ne chauffe pas, il n'éclaire pas, il ne transforme rien. Beaucoup de gens vivent ainsi, désirant des choses qu'ils ne comprennent même pas, puis se demandent pourquoi elles n'arrivent jamais. La vie ne répond pas aux souhaits vagues, elle répond aux directions claires. Si tu ne sais pas ce que tu veux, comment espères-tu l'attirer? La plupart des gens disent vouloir changer leur vie, mais ne peuvent pas décrire à quoi cette vie ressemble. Ils disent vouloir du succès, mais ne savent pas ce que cela signifie pour eux. Ils veulent de l'amour, mais ne savent pas quel type de relation ils recherchent. Ils veulent la paix, mais gardent des habitudes qui génèrent le chaos. Ils veulent la liberté, mais restent enchaînés à la même mentalité qu'auparavant. Cela ne fonctionne pas ainsi. Un désir sans clarté est un chemin sans destination. Et un désir clair est une route que ton esprit peut suivre. Le stoïcisme enseigne que la clarté interne est le pouvoir. Quand tu as clair ce que tu veux, ton esprit cesse de se disperser et commence à travailler de manière stratégique. Ton énergie se concentre au lieu de se diluer. Ton focus devient pratique et non émotionnel.
Et le plus important, tes décisions commencent à s'aligner sans que tu aies à les forcer. Parce qu'un désir clair devient une identité. Tu sais ce que tu cherches et ce que tu ne tolères pas. Tu sais où tu vas et ce que tu dois lâcher. La clarté ne vient pas seule. Il faut la construire. Et pour la construire, tu as besoin de courage pour te regarder sans mensonge. Tu as besoin d'accepter que certains désirs ne sont pas les tiens, que tu les as adoptés sous la pression, par peur ou par désir de t'intégrer. Tu as besoin de te demander si ce que tu veux t'appartient vraiment ou si tu le poursuis seulement parce que d'autres l'attendent de toi. Désirer avec clarté, c'est éliminer tout bruit qui pollue ta véritable intention. Tu dois aussi comprendre que désirer avec clarté n'est pas être obsédé par un résultat, mais le définir pour que ton action ait une direction. Sans clarté, tu agis par impulsion. Avec clarté, tu agis avec un but, et cela change tout. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui désirent le plus fort, mais celles qui désirent avec la plus grande précision. Parce que la précision crée la cohérence, et la cohérence crée l'attraction. Quand tu n'as pas de clarté, tu cherches des signes externes pour te guider, et cela te rend faible. Tu attends l'approbation, la validation ou des coïncidences magiques pour bouger. Mais quand tes désirs sont clairs, tu n'as pas besoin de signes, tu es le signe. Tu te lèves en sachant ce que tu veux construire. Tu ne perds pas de temps sur des chemins qui ne mènent à rien. Tu n'acceptes pas des miettes parce que tu sais ce que tu mérites. Tu ne te laisses pas distraire parce que tu n'as pas de doutes internes. Et cette stabilité mentale est exactement ce qui fait que les choses commencent à se rapprocher de toi. La clarté te protège aussi de l'auto-tromperie. Quand tu sais ce que tu veux, il est plus difficile de te saboter avec des excuses. Tu sais quelles décisions te rapprochent et lesquelles t'éloignent. Tu sais quand tu agis par paresse, peur ou insécurité. Et en le voyant clairement, tu peux te corriger sans dramatiser. Tu peux ajuster ta direction sans te sentir perdu. Les gens forts ne sont pas ceux qui ne doutent jamais, mais ceux qui savent à quoi revenir quand le doute apparaît. Si tu veux attirer quelque chose, tu dois d'abord le formuler avec précision. Définis la vie que tu veux vivre. Définis la personne que tu as besoin d'être. Définis les habitudes qui soutiendront ce désir. Définis ce qui ne peut plus rester avec toi. Un désir clair t'ordonne de l'intérieur et te rend magnétique de l'extérieur. 3. Discipline sur excuse. La discipline ressemble à une corde tendue qui soutient un pont suspendu. Si la corde est solide, tu peux traverser de l'autre côté, peu importe la profondeur de l'abîme. Si elle est lâche, tu tombes avant d'avoir fait 2 pas. Les excuses sont exactement ce qui relâche la corde. Elles semblent innocentes, elles semblent logiques, elles semblent justifiables, mais chaque excuse affaiblit la structure qui soutient ta croissance. Et quand la corde se rompt, peu importe combien tu souhaites avancer, tu n'as plus de chemin pour le faire. La plupart veulent de vrais changements, mais ne veulent pas payer le prix. Ils désirent des résultats avec une mentalité douce. Ils veulent une transformation sans résistance, du succès sans sacrifice et de l'avancement sans inconfort. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. Et encore moins quand il s'agit d'un processus stoïcien, car le stoïcisme ne te demande pas d'avoir envie, il te demande de te conformer. La discipline est le muscle qui maintient ton chemin ferme, même quand tu n'as pas de motivation. Quand tu dépends de la motivation, tu deviens esclave de tes émotions. Quand tu dépends de la discipline, tu deviens maître de ta vie. Les excuses apparaissent toujours déguisées en logique. Je suis fatigué, je n'ai pas le temps, je commence demain, aujourd'hui n'est pas un bon jour. Toutes semblent raisonnables, mais toutes détruisent ton progrès. La discipline comprend quelque chose que les excuses n'acceptent jamais. Peu importe comment tu te sens, ce qui compte, c'est ce que tu décides de faire. Le monde ne récompense pas celui qui a envie, il récompense celui qui agit même quand il n'a pas envie. La différence entre la personne qui avance et celle qui reste stagnante réside dans sa capacité à respecter ses engagements quand personne ne regarde, quand il n'y a pas d'applaudissements, quand le corps demande du repos et que l'esprit demande du confort. La discipline est inconfortable, mais c'est aussi la liberté.
Les excuses sont confortables, mais elles te rendent faible. La discipline te force à affronter tes limites pour les étendre. Les excuses te maintiennent dans une cage que tu construis toi-même. Quand tu choisis la discipline sur les excuses, tu brises la narration selon laquelle tu as besoin d'un état émotionnel parfait pour agir. Le stoïcien n'agit pas parce qu'il ressent, il agit parce qu'il décide. Et c'est la raison pour laquelle il attire ce qu'il désire. La discipline ordonne la vie, définit les priorités et montre au monde que tu es engagé sur ton chemin. Tu dois aussi comprendre que tes excuses auront toujours des arguments convaincants. Ton esprit fera tout son possible pour te maintenir où tu es parce que l'inconnu est toujours inconfortable. C'est pourquoi la discipline est une bataille interne, pas externe. Tu ne te bats pas contre le temps, ni contre les circonstances, ni contre les gens. Tu te bats contre la version de toi qui préfère la facilité. Cette version qui te promet du repos immédiat, mais qui te vole des résultats à long terme. Chaque fois que tu choisis l'excuse, tu renforces cette partie faible. Chaque fois que tu choisis la discipline, tu renforces ton caractère. La discipline ne signifie pas la perfection. Elle signifie la constance. Elle signifie faire ce qui te revient même quand tu as échoué hier. Elle signifie te lever sans dramatiser. Elle signifie continuer sans justifier. Elle signifie avancer même si c'est lent. Quand la discipline guide tes décisions, tu crées une vie qui peut soutenir tes désirs. Parce qu'attirer sans discipline, c'est attirer quelque chose que tu ne peux pas maintenir. Tu peux rêver d'une vie meilleure, mais si tes habitudes ne correspondent pas, cette vie ne sera jamais la tienne. Les gens qui réussissent ce qu'ils veulent ne sont pas les plus talentueux ni les plus intelligents. Ce sont ceux qui s'accrochent le plus à la discipline quand tous les autres abandonnent. Ce sont ceux qui respectent leurs engagements quand personne ne regarde. 4. Rêve, mais agis. Avoir un rêve sans action est comme tracer une carte parfaite vers un trésor et ensuite rester assis à la regarder. Peu importe à quel point le chemin est détaillé, peu importe à quel point la destination semble excitante, le trésor ne bouge jamais vers toi. C'est toi qui dois marcher vers lui. C'est le problème de beaucoup. Ils construisent des rêves gigantesques, mais restent immobiles. Ils parlent de l'avenir, mais vivent coincés dans le présent. Et il n'y a pas de vision qui survive si elle est soutenue par l'inaction. Rêver est important, mais pas suffisant. Les rêves peuvent ouvrir ton esprit, mais seules les actions peuvent ouvrir des portes. Beaucoup de gens se perdent en croyant que visualiser est la même chose que progresser. Ils confondent intention avec mouvement, imagination avec progrès. Mais la réalité est claire. La vie n'est pas modifiée par des idées. Elle est modifiée par des décisions. Le rêve est le début, le moteur émotionnel qui éveille le désir. Mais l'action est le carburant qui maintient ce moteur en marche lorsque l'émotion s'éteint. Le stoïcisme n'est pas contre le rêve. Il est contre le rêve sans direction. Un rêve sans action est une tromperie mentale qui te fait te sentir productif alors que tu ne fais rien. Il te remplit d'adrénaline temporaire, mais ne change pas ta vie du tout. Rêve ce que tu veux, mais assure-toi que la prochaine étape soit de bouger, car chaque action, aussi petite soit-elle, est un coup sur la réalité qui finit par façonner ton destin. Quand tu rêves, ton esprit voit des possibilités. Quand tu agis, ton corps confirme qui tu es. Les actions ne te rapprochent pas seulement de tes objectifs, elles te transforment aussi. Elles te forcent à sortir du pilote automatique, à affronter des insécurités, à briser des schémas de confort. Elles te rendent responsable de ton chemin. Rêver est confortable, agir ne l'est pas. Mais agir est la seule chose qui transforme un désir en quelque chose de réel. La différence entre quelqu'un qui atteint ce qu'il veut et quelqu'un qui reste coincé ne réside pas dans la taille de son rêve, mais dans sa capacité à soutenir l'effort que ce rêve exige. Les personnes qui restent à rêver sans agir ont généralement un problème commun. Elles attendent le moment parfait. Elles attendent de se sentir prêtes, sûres, confiantes. Elles attendent que la peur disparaisse, que les doutes se dissipent, que la motivation apparaisse.
Mais le moment parfait n'existe pas. L'action est ce qui crée la clarté, pas l'inverse. Le mouvement est ce qui te montre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Si tu attends pour agir jusqu'à te sentir prêt, tu vas attendre toute ta vie. Le stoïcisme enseigne que la seule chose qui t'appartient vraiment est l'action présente. Tu ne peux pas contrôler ce qui viendra, mais tu peux contrôler le pas que tu fais aujourd'hui. Agir est un engagement envers ton avenir, un message au monde et à toi-même. Quand tu bouges par conviction plutôt que par impulsion, tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin de promettre parce qu'il démontre. Et cette identité est exactement celle qui attire les résultats. La vie penche en faveur de ceux qui font plus que parler. Rêver sans agir fragmente également ton estime de soi. Chaque fois que tu dis que tu feras quelque chose et que tu ne le fais pas, tu te brises un peu à l'intérieur. Tu deviens moins fiable pour toi-même. Et quand tu perds cette confiance interne, tu perds de la force en tout. En revanche, quand tu agis, même par petits pas, tu renforces ton autoconcept. Ton esprit commence à te croire, ton corps commence à te suivre. Une alliance interne se crée entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et cela te donne un pouvoir que le rêveur inactif n'aura jamais. Il ne s'agit pas d'arrêter de rêver, il s'agit de mettre tes rêves au travail, de transformer cette vision en tâche quotidienne. 5. Concentre-toi sur l'effort. L'effort ressemble à une graine enterrée sous terre. De l'extérieur, il semble que rien ne se passe. Personne n'applaudit, personne ne remarque le mouvement. Il n'y a pas de résultat visible. Mais, sous la surface, tout ce qui est important se passe. Les racines s'étendent, la structure se renforce, la vie se prépare. Et c'est ainsi que fonctionne ton progrès. On ne le voit pas toujours, mais on le ressent toujours. Ce que le monde ne ressent pas est ce qui te construit le plus. C'est pourquoi se concentrer sur l'effort est l'une des clés les plus puissantes pour attirer ce que tu désires. La plupart des gens sont obsédés par les résultats comme s'ils étaient la partie la plus importante du processus. Ils veulent que la vie leur confirme rapidement qu'ils sont sur la bonne voie. Ils veulent des signes visibles, des changements immédiats, des récompenses rapides. Mais les résultats ne sont pas le début, ils sont la conséquence. L'effort est la racine. L'effort est la base. L'effort est le message que tu envoies au monde pour montrer que tu es vraiment engagé. Et le stoïcisme le rend clair. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. La seule chose que tu contrôles est ton effort quotidien. Le problème est que nous vivons à une époque où tout est comparé, où les réseaux sociaux montrent des résultats sans montrer le sacrifice, où les gens pensent que progresser est une question de talent ou de chance. Ce n'est pas le cas. C'est une question de constance, c'est une question d'engagement. C'est une question de faire ce qu'il faut, même quand personne ne le reconnaît. L'effort silencieux est ce qui sépare ceux qui veulent grandir de ceux qui ne font que le dire. Tu n'attires pas les résultats en rêvant. Tu les attires en maintenant l'effort quand les autres abandonnent. Se concentrer sur l'effort signifie arrêter de mesurer ta valeur par ce que tu obtiens et commencer à la mesurer par ce que tu fais. Cela signifie abandonner la mentalité de victime qui se frustre quand elle ne voit pas de progrès immédiat. Cela signifie accepter que les meilleurs fruits prennent du temps à apparaître. Cela signifie comprendre que le vrai progrès est lent, profond et solide. Les gens impatients abandonnent parce qu'ils ne comprennent pas cela. Tu n'es pas ici pour abandonner. Tu es ici pour te prouver que tu peux tenir le coup même quand tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. L'effort façonne ton caractère. Il te rend discipliné, fort, stable. Il t'apprend à rester ferme face à l'inconfort. Il te montre que tu n'as pas besoin de motivation pour avancer. Le stoïcien ne s'appuie pas sur l'humeur du jour, il s'appuie sur la volonté. Et la volonté se renforce avec chaque jour d'efforts accumulés. Les gens qui ne poursuivent que les résultats se fatiguent rapidement. Les gens qui aiment le processus deviennent imbattables. Tu dois aussi comprendre que l'effort te protège de l'auto-tromperie. Lorsque tu te concentres uniquement sur les résultats, il est facile de te tromper en disant que tu ne progresses pas, alors qu'en réalité, tu le fais.
Il est facile de te comparer aux autres et de te sentir inférieur. Il est facile de penser que rien ne change. Mais lorsque tu te concentres sur l'effort, tu peux évaluer ta vie de manière objective. Tu sais si tu accomplis. Tu sais si tu progresses, même si c'est par petits pas. Tu sais si tu es fidèle à ce que tu as dit que tu ferais. L'effort ne ment pas. Les résultats peuvent tromper. Concentre-toi sur l'effort, car l'effort est la seule chose qu'on ne peut pas te prendre. On peut te prendre des opportunités, mais pas ta discipline. On peut te prendre du temps, mais pas ta constance. On peut te prendre des conditions, mais pas ta décision. 6. Utilise la douleur comme un élan. La douleur fonctionne comme le feu d'une forge. Elle peut te brûler et te laisser immobile, ou elle peut te durcir et te transformer en quelque chose de plus résistant. Tout dépend de la manière dont tu l'affrontes. Le feu ne s'éteint pas avec des plaintes, il se contrôle avec de la direction. Et la douleur ne disparaît pas en l'évitant, elle se transforme quand tu l'utilises à ton avantage. C'est la différence entre celui qui se brise et celui qui renaît. Celui qui se brise fuit le feu, celui qui renaît le supporte jusqu'à ce que le métal de son caractère prenne forme. Le problème est que beaucoup de personnes traitent la douleur comme une punition. Ils l'interprètent comme un signe qu'ils ne doivent pas avancer, comme un frein qui justifie l'arrêt. Ils voient la douleur émotionnelle, mentale ou physique comme un ennemi, alors qu'en réalité, c'est le seul maître qui ne ment pas. La douleur te montre ce que tu dois corriger, ce que tu dois lâcher, ce que tu dois renforcer. Elle te dit la vérité sans fioriture. Elle te déshabille. Et bien que cela fasse mal, cette honnêteté est ce qui rend possible la croissance réelle. Le stoïcisme enseigne que la souffrance est inévitable, mais la défaite est optionnelle. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ce que tu fais avec. Tu peux transformer la douleur en excuse ou en élan. Tu peux l'utiliser pour justifier tes limites ou pour les briser. Quand tu adoptes la mentalité que toute douleur est une opportunité déguisée, tu arrêtes de te sentir victime et tu commences à te sentir responsable. Et cela change tout. La douleur révèle ton véritable niveau d'engagement. Il est facile de rester ferme quand tout va bien, mais la vie se mesure dans les moments difficiles. Celui qui utilise la douleur comme un élan sait que chaque coup, chaque perte, chaque déception et chaque chute contient une force brute. Il n'évite pas l'expérience. Il l'absorbe. Il l'utilise. Il la transforme en détermination. Quand ça fait mal, avance avec plus de raison. Quand ça brûle, respire et continue. Parce que la douleur, quand elle est affrontée avec courage, devient du carburant. Tu dois aussi comprendre que la douleur a une mémoire. Elle ne disparaît pas simplement en l'ignorant. Elle s'accumule, stagne, devient un poids. C'est pourquoi ceux qui évitent la douleur restent coincés. Leur passé devient une encre. Leur esprit se fige dans des expériences qu'ils n'ont pas traitées. En revanche, celui qui utilise la douleur comme un élan apprend à la traverser au lieu de la contourner. Il l'utilise pour mieux se comprendre. Il l'utilise pour se reconstruire. Il l'utilise comme preuve qu'il peut porter plus qu'il ne le pensait. La douleur te rend aussi humble. Elle te rappelle que tu ne contrôles pas tout. Elle te confronte à ta vulnérabilité. Et de cette vulnérabilité naît une force beaucoup plus authentique. La force qui ne se vante pas, qui ne crie pas, qui ne se gonfle pas. La force née de la connaissance de soi. La force qui sait tomber et se relever sans perdre le cap. La force qui ne dépend pas de la motivation ou de circonstances parfaites. Utiliser la douleur comme un élan signifie quelque chose de plus profond. Cela signifie décider que rien ne t'arrêtera. Que si quelque chose te fait mal, tu apprendras. Que si quelque chose te frustre, tu ajusteras. Que si quelque chose te brise, tu te reconstruiras. Que si quelqu'un te trahit, tu deviendras plus conscient. Cela signifie que ton énergie ne s'éteint pas, elle se transforme. Et cette capacité de transformation est exactement ce qui attire les résultats. Parce que la vie respecte celui qui ne se rend pas quand ça fait mal. Beaucoup des meilleures décisions naissent de la douleur. Beaucoup de discipline naît d'une profonde fatigue. Beaucoup de clarté naît d'une chute dure. Beaucoup de croissance naît d'une blessure que tu ne voulais pas affronter.
Je ne te demande pas de jouir de la douleur, je te demande de l'utiliser. 7. Protège ton calme. Le calme fonctionne comme une voûte blindée dans une banque. C'est là que tu gardes ce que tu as de plus précieux, ta clarté, ton focus, ton énergie mentale. Et, comme toute voûte, tout le monde ne devrait pas y avoir accès. Le problème est que beaucoup de gens laissent la porte grande ouverte. Les opinions des autres entrent, les critiques entrent, les provocations entrent, le bruit émotionnel qui ne méritait pas une seconde de ton attention entre. Et quand la voûte est contaminée, toute ta vie devient vulnérable. Le calme n'est pas un luxe, c'est un outil de survie. Sans calme, tu réagis au lieu de décider. Sans calme, tu confonds tes émotions avec la réalité. Sans calme, tu perds le contrôle, tu perds la direction et tu deviens manipulable par n'importe quel stimulus externe. La personne qui ne protège pas son calme est comme un bateau sans ancre, déplacé par n'importe quelle vague. Et une telle personne ne pourra jamais attirer ce qu'elle désire, car son esprit est trop occupé à gérer le chaos. Le stoïcisme insiste sur un point fondamental. Ton esprit doit être un lieu sûr pour toi. Pas un champ de bataille où tout affecte. Pas une boîte ouverte où n'importe qui fait du bruit. Ton calme est ton territoire et tu dois le défendre. Pas avec violence, pas en fuyant, mais avec des limites claires et une conscience ferme de ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. La vie va toujours apporter des provocations et celui qui ne se protège pas finit par réagir à tout, s'épuisant pour tout, consommant son énergie dans des combats qui ne changent rien. Protéger ton calme ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie filtrer ce que tu permets de t'affecter. Cela signifie arrêter d'absorber les émotions des autres comme si elles étaient les tiennes. Cela signifie ne pas réagir à chaque commentaire, à chaque geste, à chaque critique déguisée en conseil. Cela signifie comprendre que tout ne mérite pas ta réponse, que tout ne mérite pas ton attention, que tout ne mérite pas ton explication, encore moins ta paix. Le calme te rend également stratégique. Quand tu es en paix, tu penses avec plus de précision. Tu prends de meilleures décisions. Tu vois des opportunités que tu ignorais auparavant. Tu ne réponds pas à partir d'impulsion, tu réponds à partir de la vision. Et cette vision est exactement ce qui rend tes actions plus percutantes. Les gens qui observent ta stabilité commencent à te prendre au sérieux. La vie aussi. L'univers ne répond pas au bruit. Il répond à l'ordre interne. Mais protéger ton calme nécessite du courage, car en chemin tu devras t'éloigner des environnements chaotiques, des personnes qui aiment le drame, des habitudes qui remplissent ton esprit de déchets. Protéger ton calme implique de trahir ton ancien moi, celui qui vivait accroché au conflit, celui qui réagissait par besoin émotionnel, celui qui cherchait la validation dans les tempêtes des autres. Et même si cela fait mal de laisser cette version derrière, c'est la seule façon de devenir quelqu'un qui soutient le type de vie que tu dis vouloir attirer. Tu dois aussi comprendre que le calme ne s'hérite pas, il se construit. Chaque limite que tu poses renforce ta tranquillité. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu récupères du pouvoir. Chaque fois que tu priorises ta paix sur ton ego, tu deviens plus fort. Le calme est une discipline émotionnelle. Le calme est une force silencieuse. Le calme est une identité. Protéger ton calme te sépare de la moyenne, car la majorité vit piégée dans des stimuli, accro à des émotions intenses, incapable d'être en silence avec elle-même. 8. Agis comme ta meilleure version. L'identité fonctionne comme une ombre avancée. Elle va un pas devant toi, marquant le chemin que tu suis sans t'en rendre compte. Si ton ombre est faible, tes pas le seront aussi. Si ton ombre est forte, ta démarche change. Cette ombre est ton identité projetée. Et si tu veux attirer une vie plus grande, tu dois d'abord agir comme la personne qui vit déjà dans cette vie. Tu ne peux pas continuer à te comporter comme ton ancienne version et prétendre à de nouveaux résultats. La vie ne négocie pas avec les incohérences. Agir comme ta meilleure version ne signifie pas faire semblant. Cela signifie anticiper ton propre avenir. Cela signifie te comporter à partir du standard que tu veux atteindre.
pas de celui qui te maintient bloqué. Beaucoup de gens veulent du succès, mais pensent comme quelqu'un d'insécurisé. Ils veulent de l'amour sain, mais agissent à partir de vieilles blessures. Ils veulent de la discipline, mais continuent à justifier leurs impulsions. Ils veulent de l'abondance, mais réagissent par peur et manque. On n'avance pas ainsi. Agir comme ta meilleure version, c'est assumer l'identité qui soutient la vie que tu désires. Le stoïcisme enseigne que l'action constante façonne le caractère. N'attends pas de devenir d'abord cette version pour ensuite agir comme elle. Fais le contraire. Agis comme cette version et ton esprit s'adaptera au rôle. L'identité se construit à travers la répétition, pas l'imagination. Lorsque tu adoptes des décisions plus fortes que tes insécurités, peu à peu ton cerveau comprend que tu n'es plus la même personne qu'avant. Il commence à te reconnaître comme quelqu'un avec plus de contrôle, plus de clarté, plus de pouvoir. C'est la clé de la véritable transformation. Agir comme ta meilleure version signifie aussi élever tes standards, même quand personne ne te regarde. Cela signifie faire ce qui est juste, même si tu n'en as pas envie. Cela signifie prendre des décisions difficiles, sans chercher d'applaudissements. Ta meilleure version n'a pas besoin de motivation pour accomplir, car elle travaille à partir de la responsabilité, pas de l'émotion. Et quand tu commences à agir ainsi, la vie te traite différemment. La vie répond à celui qui se prend au sérieux. Beaucoup de personnes restent bloquées parce qu'elles continuent à agir à partir de leur ancienne identité. Cette identité est basée sur la peur, les doutes, la paresse, les blessures et les vieilles narratives. Elles essaient d'avancer avec des comportements qui appartiennent à une autre étape de leur vie. Elles veulent attirer quelque chose de grand tout en maintenant de petites habitudes. Elles veulent attirer la stabilité tout en réagissant à partir du chaos. Elles veulent attirer la croissance tout en évitant l'inconfort. C'est pourquoi elles n'avancent pas. Changer les résultats exige de changer l'identité qui les produit. Agir comme ta meilleure version n'est pas un acte ponctuel, c'est une décision quotidienne. C'est te demander ce que ferait la personne que tu veux devenir, et ensuite faire exactement cela. Peu importe si c'est inconfortable, peu importe si c'est défiante, peu importe si ton ancien esprit proteste, chaque fois que tu choisis l'action correcte sur l'action facile, tu tues ta version faible et renforces ta version puissante. Et cette répétition est ce qui te rend constant. Tu dois aussi comprendre que ta meilleure version ne crie pas. Elle démontre. Elle ne s'excuse pas. Elle avance. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle se soutient avec des faits. Elle ne mendie pas d'opportunités. Elle les construit. Elle n'attend pas de signaux externes. Elle devient le signal. Lorsque tu agis à partir de cette énergie, tu changes la façon dont le monde te perçoit. Tu deviens quelqu'un qui transmet de la clarté, de la sécurité et de la direction. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist.